Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler d'un événement qui arrive demain à Samuel Genet. C'est un spectacle qui s'intitule La course au bonheur. Et franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur cet événement-là. Vous aurez plus d'informations durant cette émission. On va aussi discuter je vais dire mode avec un expert. Mais tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Natacha Albert, qui est la coordonnatrice du développement communautaire du centre, j'ai toujours le nom qui est assez long, donc le centre des ressources de l'Est d'Ottawa. De l'Est d'Ottawa, le CREO. Ah, c'est ça? Oui. CREA. Oh, CREO. CREO, c'est ça, le CREO. Merci. Oui. Natacha, merci de revenir encore sur le plateau pour nous parler de tout ce que vous faites là-bas au centre. Alors, tu m'as annoncé une bonne nouvelle et c'est par ça qu'on veut commencer ce matin. Vous avez reçu un bon financement de plus de 100 000 $. Oui. On parle de quoi? Parfait. Merci. Donc, c'était un fonds qui nous est venu du Trillium, du Fonds de financement Trillium. Et c'était pour étaler sur 18 mois. 18 mois, OK. L'intention du financement, c'était de pouvoir être beaucoup plus en présentiel dans les communautés où il y avait beaucoup d'iniquités. Okay. Donc, ça nous a permis de faire de l'embauche, d'être beaucoup plus présents et de faciliter des programmes communautaires. Et j'aimerais partager quelques réussites que nous avons eues. Parfait. Dans les derniers mois. En ce moment, ça fait combien de temps que vous avez reçu le financement? Nous venons de compléter. OK. En fait, nous venons de compléter. Donc, nous sommes dans la nouvelle étape là, de revoir tout ce qu'on a fait. OK. Et de voir comment on peut continuer et comment on va continuer le travail qui a été fait. Parfait. Parlons des réussites alors. Oui, merci. Donc, j'en aurais peut-être 3 à vous partager comme ça. Donc, la première, ce serait par rapport aux aînés qui habitent dans les grandes tours. Donc, on a observé que pendant la pandémie, nous étions beaucoup en présentiel. On allait un peu porte à porte pour voir comment les gens se portaient. Se portaient, oui. À cause de l'isolement aussi. Effectivement. À cause de l'isolement, et on a observé qu'il y avait beaucoup d'isolement pour les aînés qui habitaient dans les grandes tours. Donc, il y a un programme qui existe, les visites amicales. Par contre, les listes d'attente étaient très, très longues. Donc, on parle des années d'attente. Donc, oui, c'était très long. Donc, ce qu'on a fait avec un groupe de résidents bénévoles et les nouvelles employés qu'on a pu embaucher par le financement, on a pu entamer un projet de socialisation pour les aînés dans leur bâtisse. Donc, ils ne doivent pas quitter, ils ne doivent pas aller ailleurs, ils peuvent descendre à la salle de fête une fois par semaine, se rencontrer, avoir des collations, jouer des jeux. Et on pouvait faire venir des gens qui pouvaient parler un peu sur les différents services qui sont offerts aux aînés. Donc là, de là, les gens, vraiment, ça l'a pris... on était un petit groupe, 5. Nous sommes maintenant plus de 30 par session. Donc, ça va très bien. Et on espère maintenant... C'était un projet pilote qui a beaucoup, beaucoup de réussite. Et on espère pouvoir répliquer dans d'autres endroits dans la ville. C'est intéressant parce qu'on sait maintenant de plus en plus que les personnes aînées préfèrent rester chez elles. Et donc, lorsque vous leur permettez de faire des activités chez elles, je pense que c'est gagnant-gagnant parce que c'est pas tout le temps qu'elles ont envie de sortir là. Elles ont juste envie d'être dans leur confort et de ramener ces activités-là proches de ces personnes-là. Je pense que vous faites bien, vous faites une bonne chose. Alors là, moi, ma question vient, est-ce que vous avez des partenariats avec les personnes de ces immeubles, comme je veux dire les propriétaires et tout? Oui, merci. Super bonne question. Donc, effectivement, ça fait partie du cheminement. C'était d'établir les connexions, de nouer les liens. Au tout début, c'était de trouver l'espace, d'expliquer le programme, pourquoi on avait besoin de l'espace. Mais la réussite, elle était tellement belle que le gestionnaire de l'immeuble nous permet d'avoir l'espace gratuitement maintenant. Ah, gratuitement, OK. Ouais. Mais on ne parle pas d'un seul immeuble. On parle de plusieurs immeubles dans lesquels vous faites ces activités. Effectivement. Donc, notre premier projet pilote, ça se fait dans une même salle pour 3 immeubles. Ah, donc, c'est 3 immeubles qui sont côte à côte. Nous avons des centaines de gens aînés qui y habitent. Et ce qu'on a observé, c'est que c'est un peu plus difficile pour certains aînés de nouer des nouvelles amitiés. C'est pas toujours évident de quitter la maison, comme vous avez dit, surtout l'hiver, différentes choses. Donc, c'était une solution très viable. Donc, on cherche à répliquer le tout dans 2 autres communautés pour commencer. Ensuite, on va voir.
Mais ça prend des bénévoles, ça prend des gens pour vous appuyer pour faire ce genre d'activités. Oui, effectivement, nous avons une excellente équipe de bénévoles que, justement, le financement nous a permis de développer parce qu'on était en présentiel, on a pu rencontrer des résidents, de voir qu'il y avait des gens engagés. Une fois que les gens ont pu voir à quel point ça apportait un gros avantage à la communauté, le plus que les gens embarquent. Donc maintenant, nous avons un résident qui gère le tout, un bénévole qui gère le tout pour nous. Et nous, on vient appuyer toute la programmation. Ouais. Je te garde avec moi, Natacha. Juste après la pause, on va parler des 2 autres réussites que tu es venue nous partager et aussi d'une levée de fonds. Effectivement. Bon, je vous garde aussi avec moi sur Voix. Juste après la pause, vous regardez Tout savoir. Merci. De retour à Tout savoir, on parle toujours des belles initiatives du Centre de ressources de l'Est d'Ottawa avec moi, la coordonnatrice du développement communautaire, Natacha Albert, qui nous partageait, après avoir reçu le financement de la Fondation Trillium, on parle de plus de 100 000 $. Vous avez organisé certaines activités. La première dont on a parlé avant la pause, c'était ces visites amicales-là que vous organisez pour les aînés, qui a un franc succès. Félicitations. Et la deuxième initiative que vous avez eu à faire avec ces fonds-là, c'était quoi? On en a eu plusieurs, mais je vais souligner 2 autres. OK. Il y en a un, justement, qui a été confirmé juste la semaine passée. Je suis très fière. OK. Étant donné que nous sommes beaucoup en communauté, nous avons fait des nouveaux liens, entre autres, des liens avec des directeurs d'école, écoles primaires, écoles secondaires, etc. OK. On a reçu un appel d'un directeur d'école élémentaire nous avisant qu'il y a quelques enfants des élèves qui arrivent à l'école un peu pas tout à fait prêts, peut-être qu'ils ont des difficultés, on n'a pas eu le déjeuner, il y a des problématiques. OK, des affaires comment je vais appeler ça, des affaires pas essentielles, mais tu sais, les trucs de base pour pouvoir... Mais essentielles, oui. Essentielles, oui, c'est ça, la oui. nourriture, c'est essentiel. Donc, on a observé un peu, on est venu avec des solutions, et puis on a commencé à réfléchir à l'été, parce qu'on peut offrir des soutiens pendant l'année scolaire, l'été, c'est un peu différent. Donc, ayant un peu plus de flexibilité, ayant plus de personnel, on a pu maintenant aller chercher des partenariats. Donc, on avait le conseil scolaire, on a travaillé avec la ville, il y avait un autre bailleur de fonds, et on a réussi à organiser 4 semaines de camp d'été pour des élèves francophones, dans un camp francophone. Donc, on a aidé les parents à naviguer le système pour l'inscription, avec main à la main, et d'autres bailleurs de fonds, on a réussi à gérer toutes les inscriptions. Et on a géré aussi le transport. Donc, nous avons réussi à organiser vraiment un 4 semaines pour un 4 semaines qui sera de quand à quand? Ça va être les 2 dernières semaines du mois de juillet, les 2 premières semaines du mois d'août. OK. Et c'est un peu, je vais expliquer un peu que c'est des élèves qui n'auraient pas eu accès au camp d'été récréatif pendant l'été, autrement. Donc, c'est vraiment... C'est un support et un soutien pour les parents qui sont dans le besoin. Effectivement. Et ça va se faire où? Dans quel centre, ces camps d'été? Les camps d'été, je veux quand même garder une certaine... je vais respecter un peu la confidentialité. Parfait. Mais ça va être avec la Ville d'Ottawa. D'accord, OK. Donc, et comment on est arrivé à ça? Le directeur nous a fait appel. Lui, on a rencontré avec les parents. On était à l'écoute. Et eux, ils ont dit, c'est ce que nous avons besoin de ça. Donc, on a réussi avec les partenaires à gérer. Donc, c'est quand même... on est maintenant à une vingtaine d'élèves. Et c'est vraiment quelque chose. Bravo, mais je me demande si en ce moment, au moment où on en parle, est-ce que les parents peuvent toujours vous contacter pour inscrire leurs enfants ou vraiment les inscriptions sont terminées? Oui, le record. Mais effectivement, surtout quand on parle de places francophones, dans les camps francophones, c'est quand même limité. Je ne vais pas dire que c'est impossible, mais je dirais aux parents de parler avec leur directeur d'école et eux, ils vont communiquer avec nous. Pour les références. Et puis, on peut aller de long. Parfait. Ouais. Alors, on va passer à la 3e initiative que tu veux partager avec nous avant de parler de la levée de fonds. Parfait, merci. Donc, la 3e, c'est celle qui va être qui a été un peu plus long à préparer, mais aussi plus important, je dirais. On a commencé à faire des consultations avec les résidents une fois par mois dans des communautés où il y avait beaucoup d'iniquités. Et puis, on a réussi, avec plusieurs partenariats, à engager la communauté et à développer un groupe de résidents qui sont des leads, des résidents leads dans la communauté. Et eux, maintenant,
eux, maintenant, ils s'organisent avec une voix commune pour parler avec leurs conseillers, leurs conseillères, pour parler de situations dans leur communauté. Donc, nous, on continue à faciliter, mais nous avons vraiment engagé avec ce groupe-là pour les aider à se former, comment ils s'organisent, comment ils se mobilisent, afin de vraiment remettre le pouvoir aux résidents. Donc, c'est important pour nous d'appuyer, mais c'est aussi important pour le résident de vocaliser leurs besoins. Définitivement, et puis les conseillers sont là pour ça. Là. Donc, c'est vraiment bien que vous puissiez faire un lien pour qu'il y ait ce lien de confiance-là, pour le créer, mais aussi le conserver, ce lien de confiance entre les conseillers et puis les gens de la communauté. Il va nous rester quelque chose comme 1 minute à peine. Parlons de cette levée de fonds-là qui va se faire ce samedi, où est-ce qu'on invite vraiment toute la communauté. Et j'aimerais vraiment que tu mettes un accent sur le contexte de pourquoi on fait cette levée de fonds. Merci, super important. Donc, il y a eu un incendie au 1244 chemin Donald, donc qui est une tour qui a eu un impact sur des centaines de personnes. Donc, plusieurs familles sont encore déplacées. Et là, on parle de familles qui sont déplacées, ils sont logés un peu partout dans la ville. Ils ont perdu les vêtements, tout ce qu'on avait besoin pour l'école. Ils sont partis en pyjama. Donc, il faut... on appuie ces familles, sont plusieurs, à se reprendre en main, surtout qu'ils ne sont pas encore de retour dans la maison. C'est ça. Ils sont encore déplacés. Donc, en collaboration avec conseiller Jim Tierney, nous faisons une collecte ce samedi de 10 à 11 dans le parc en arrière de la bâtisse au 1244. OK. Donc, ensuite, on va redistribuer les fonds. La Ville d'Ottawa va nous guider aussi comment aller de l'avant. Et c'est vraiment pour appuyer ces gens. Et encore, on parle de plusieurs familles qui ont vraiment perdu tout. Là. Dans un clin d'œil, tout est parti. Donc, ouf! Ouais. En tout cas, c'est des choses qui ne sont pas faciles. Donc, on invite toute la communauté à vous rejoindre. Tu as dit à quelle heure que ça commence? À 11 h. De 10 à 11. De 10 à 11, OK. Samedi. Par contre, on peut aussi faire un don directement. Okay. Et juste de noter que c'est justement pour appuyer les gens de l'incendie, ça va nous aider. Merci beaucoup, Natacha, pour tout ce que vous faites là. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt pour parler encore de vos belles initiatives. Mais pour l'instant, comme tu l'as mentionné, on veut inviter les gens ce samedi 11 mai de 10 à 11, de 10 h pardon, à 11 h p.m. là. C'est 11 h p.m. Le matin. De 10 h à 11 h, j'étais comme, OK, de 10 h à 11 h, de venir les rencontrer pour pouvoir avoir toutes les informations sur comment appuyer ces familles-là qui ont perdu tout dans cet incendie-là qui s'est passé sur Donald. Et ce que j'aimerais mentionner, c'est de visiter le site Internet. On n'a peut-être pas eu l'image de la levée de fonds, mais si vous allez sur le site Internet, c'est le www.eorc-creo.ca. Vous allez avoir toutes les informations, l'adresse concernant la levée de fonds, mais aussi savoir comment vous pouvez appuyer les initiatives, les belles initiatives du Centre de ressources d'Est d'Ottawa. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de racines et de culture. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup. De retour à Tout savoir, on parle de racines et de culture, c'est ce que j'ai mentionné avant la pause, mais je ne suis pas une experte. On va avoir une très belle discussion avec Ketia Peters et son collaborateur, son partenaire Gabriel Carcadji, j'espère que je le dis bien. Et j'aimerais tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, te féliciter, Ketia, parce que j'ai eu à te rencontrer dans un événement et puis j'ai entendu parler de ton travail. Je me suis dit que c'était important que la communauté soit au courant, quoi qu'on te connaît déjà beaucoup, mais nous ici à Tout savoir, on ne te connaît pas. Donc j'aimerais que tu puisses nous présenter l'organisme déjà pour commencer. Oh, merci vraiment pour l'invitation. C'est toujours important pour nous de pouvoir faire la promotion de nos services, de ce qu'on fait. C'est pas facile parce que c'est souvent un travail qui est ardu, mais aussi qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Fait on apprécie de pouvoir laisser les gens savoir qu'est-ce qu'on fait. Fait que finalement, quelques mots, ce qu'on fait, c'est on fait de la vocation pour les droits de la personne, des personnes ascendantes africaines, de la communauté noire. Fait qu'on développe des programmes et des services culturels qui sont vraiment appropriés culturellement. Et quand on parle de services appropriés culturellement, à quoi on fait allusion?
Fait qu'on essaie d'avoir vraiment un angle qui représente la communauté noire. Fait que si on a c'est vraiment on a un programme de jeunes, un programme de délinquance, à risque, des jeunes qui sont à risque de délinquance, où ce qu'on développe des conversations pour pouvoir donner la prévention aux jeunes, pour pas qu'ils soient impliqués dans des situations qui pourraient leur mettre à risque. Alors, on a des gens qui étaient déjà dans ce genre de vie-là, qui ont passé par des expériences quand même assez négatives. Donc, on parle de mentors, en fait. Des mentors, exactement, qui avaient peut-être déjà déjà fait de la prison, des personnes qui avaient déjà été dans le domaine du trafic sexuel, qui reviennent, puis ils veulent redonner à leur communauté. Alors, ils parlent aux jeunes de leur expérience pour pouvoir leur donner un genre de préavis. Je vais garder ces informations que tu viens de me partager pour plus tard, mais j'aimerais qu'on parle un peu avec Gabriel, juste pour savoir pourquoi il a embarqué dans la mission et le mandat de l'organisme de Ketia. Premièrement, merci de m'avoir ici. Moi, j'ai vraiment adoré la mission de Roots and Culture Canada. Ça m'a vraiment touché. Et je pense que ce qu'ils visent, eux, c'est vraiment la même chose que moi, je vise. En fait, eux autres, ce qu'ils visent est beaucoup plus vaste que moi, ce que je vise à travers mon entreprise que j'ai créée, qui est Watcher. Que je ferai plus plus tard. Mais c'est ça, je cherche moi aussi à éduquer la population, à les aider à être plus conscients, informés exactement sur la situation qui les entoure et leur donner des outils aussi pour mieux s'adapter aux situations qui pourraient être difficiles et qui sont plus touchy, disons, pour certaines communautés. Ketia, ce genre de mission-là, je ne dis pas que ça ne touche pas les hommes, mais en tant que maman, je pense que ça vient forcément plus te chercher qu'autre chose parce que tu as des enfants aussi et puis tu as des neveux, des nièces et c'est sûr que tu ne veux pas qu'ils tombent dans des travers qui vont gâcher leur vie. Oui, mais le travail qu'on fait, c'est vraiment basé sur un héritage qu'on veut laisser en arrière. C'est vraiment, comme j'ai dit, un travail acharné. La seule raison pour laquelle on le fait, c'est pour nos enfants. C'est ça. Nos enfants du futur, la nouvelle génération. Fait que à la fin de la journée, c'est une mission, c'est un genre de... C'est un calling, comme ils disent en anglais, c'est un genre de... Oui, c'est ça, la mission, un appel. Oui. C'est un appel personnel que j'ai vraiment dédié ma vie. Mais comment tu as eu cet appel-là? Il y a souvent un déclic qui pousse les personnes soit à écrire un livre, soit à lancer un organisme. Ça a juste commencé à l'école, à l'université, au collège. On était quelques amis. Très jeune même ça déjà. Fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps à l'école. On était quelques amis qui parlaient, qu'on disait qu'on voulait avoir un peu de représentation à l'école. Alors, dans la cafétéria, il n'y avait pas de représentation quand ça venait de la nourriture qui servait. Il n'y avait même pas les artistes qui venaient au campus ne représentaient pas. C'était toujours juste des artistes de rock and roll ou bien de country. Fait qu'il n'y avait rien qui représentait les étudiants internationaux. Fait qu'on a décidé de créer notre propre organisation, notre association, alors l'association des Noirs du collège. Alors, à partir de là, on avait invité tous les élèves de l'école à faire partie de cette organisation-là, de cette association-là. La première réunion, on était 200 à être excités. Il y avait un besoin. Ben, c'est ça. Il y avait un besoin. On était 200 à peu près à la prochaine réunion. La deuxième réunion, on était à peu près une centaine. La troisième réunion, on était une cinquantaine. Finalement, tu sais combien d'entre nous étaient vraiment là à faire le travail? On était 6 sur le comité, finalement. C'est vraiment ma première expérience communautaire qui m'a vraiment démontré qu'à la fin de la journée, c'est toujours un petit membre de la population qui fait vraiment le travail acharné. Et qui fait bouger les choses. C'est pour ça que, écoute, je pense que tout le monde te connaît. Tu as été sur plusieurs médias, donc ton visage est forcément familier pour beaucoup de personnes. Mais comme je le disais ici, à tout savoir, c'est important que la communauté, notre communauté actuelle, parce qu'elle est vraiment multiculturelle. Et c'est important de savoir qu'il y a ce genre d'organisme, qu'il y a ce genre de mission-là, d'aider les jeunes à ne pas tomber dans certains travers. Et j'aimerais savoir, c'est quoi les différentes interventions ou c'est quoi les actions concrètes que vous faites dans cet organisme-là, vraiment pour appuyer votre mission? Premièrement, le président César de la Moussa et moi-même, on s'est assis sur le comité policier communautaire du service de police d'Ottawa pendant plusieurs années. J'étais la coprésidente de COMPAC. Alors, juste pouvoir faire un partenariat, pour pouvoir essayer de leur donner des conseils, leur guider,
essayer de leur donner des recommandations pour pouvoir améliorer leur relation avec la communauté noire était un travail qu'on a fait pendant plusieurs années. Puis à partir de là, on s'est dit que peut-être ce serait une bonne stratégie d'avoir un programme ou une initiative qui est plus préventive. Fait qu'au lieu de juste attendre puis d'essayer de coacher les policiers puis de leur demander d'essayer de traiter notre communauté d'une manière un peu plus équitable. On s'est dit, regarde, on va éduquer nos enfants pour qu'ils sachent quels sont les comportements ou les outils ou les éducations, mais les connaissances qu'ils doivent avoir pour qu'eux autres ils peuvent améliorer leur interaction lorsqu'ils font face à un policier. Puis c'est vraiment, il faut le dire, là, il y a une relation de peur entre cette autorité-là et les gens des cultures afro et autres. Et Gabriel, j'ai envie de te demander, vu qu'on parle de la police, je pense que ton organisme, ton entreprise travaille dans ce sens-là. C'est quoi que vous faites précisément? Oui, évidemment, c'est ça. Alors, moi, en fait, je suis dans le milieu entre la police et les citoyens. Alors, moi, j'ai créé une application mobile qui s'appelle Watcher, qui est une application qui est créée pour promouvoir la transparence et l'imputabilité policière. Alors, on fait ça en encourageant tous nos utilisateurs à enregistrer, documenter, évaluer et partager toutes leurs interactions avec la police. Et, sur l'application? Sur l'application, directement, permettant aussi aux autres de les voir et de les évaluer aussi. Et en faisant ça, on crée essentiellement une base de données ouverte au public sur l'historique de chaque policier durant toute sa carrière, en mode, en média vidéo. Ouais. Ça, c'est audacieux, ça. Je ne sais pas d'où est-ce que c'est venu une idée pareille. Eh bien, j'ai commencé à travailler dessus en 2020, suite au meurtre de George Floyd. Je vais l'avouer, avant 2020, je ne me considérais pas un activiste, mais suite à son meurtre et à voir la réaction mondiale qu'il y a eu suite à son meurtre, ça m'a vraiment fait penser et réfléchir sur l'enjeu. Et un soir, quelques semaines après le meurtre, j'ai passé une soirée, prendre une longue marche à vraiment réfléchir sur l'enjeu. Et par le temps que j'arrive chez nous, je m'assois sur le bord de mon lit et ça m'a frappé. Ça m'a frappé tout d'un coup. Une application. C'était comme si c'était une vidéo qui jouait devant mes yeux, une vision. C'était un appel, comme Ketia le disait. C'était un appel, exactement. C'était surnaturel comme sentiment. C'était tellement intense que j'ai retombé sur mon lit et j'ai pleuré tellement que c'était intense. Et à ce jour, la seule façon que je peux décrire ce sentiment-là, c'est comme si Dieu m'avait parlé, m'avait demandé de créer Watcher, un peu comme il avait parlé à Noé pour construire l'arche. Moi, il m'a demandé de construire Watcher. Et depuis ce jour-là, j'ai dévoué une grande partie de ma vie à vraiment la construire pour aider le monde. Ketia, il va nous rester juste, je pense, 1 ou 2 minutes là, mais est-ce que tu me permets de pouvoir inviter ton partenaire pour une autre capsule, pour qu'il puisse nous détailler en comment ça fonctionne? Je pense que ça serait intéressant que la communauté voit comment ça fonctionne. Et c'est bon aussi pour les jeunes que tu appuies et que tu accompagnes. C'est pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est en train de lancer notre partenariat dans ton émission pour la première fois. Alors ce serait un plaisir qu'ils puissent revenir pour vraiment aider puis supporter ton audience à pouvoir télécharger Watcher pour qu'ils puissent eux-mêmes commencer à l'utiliser. C'est ça qu'on veut. On veut faire la promotion de l'application. C'est ça, les liens communautaires. Voilà, qu'est-ce que ça crée. Vous faites un excellent travail tous les deux. Malheureusement, il va nous rester moins de temps. Ketia, moi aussi, j'aimerais t'avoir à nouveau. Peut-être, pourquoi pas, pour cibler une thématique générale, là, ou peut-être une thématique principale de ce que vous faites dans votre organisme. Le travail qu'on a fait à l'ONU. Par exemple, vous êtes allé à l'ONU dernièrement, donc avec ta permission, si tu es capable de revenir, ça nous fera plaisir de savoir comment tu as représenté le Canada, ton organisme là-bas aux Nations Unies. Merci encore à tous les deux. Bonne chance et c'est sûr qu'on va se revoir. En tout cas, j'espère. Oui, absolument. J'espère. Pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tout ce que cet organisme fait de merveilleux, vous pouvez visiter leur site Internet qui était inscrit à l'écran tout à l'heure. C'est www.ketiagroups.com. Je pense que sur ça, non, je pense que c'est pas le... Nord-Sud Développement Racine et Culture. Alors, je vais te laisser le dire. Le site Internet, le bon c'est Nord-Sud Développement Racine et Culture Canada. www.rootsandculturecanada. Merci beaucoup. Mais de toute façon, on va se revoir très bientôt, je l'espère. D'accord. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un sujet un peu plus doux. Ça sera la mode. Vous regardez Tout savoir.
Ah, mais c'est l'autre site Internet. De retour à Tout savoir, comme j'ai dit avant la pause, on va parler d'un sujet qui est beaucoup plus... un sujet qui me passionne, la mode. La mode avec moi, un expert, M. Mensalat. Et je vais dire, les gens vont se demander, il est expert en quoi? Le bon thème, c'est quoi? Expert en... Alors moi, je suis designer, styliste, créateur. D'accord. Je suis diplômé de l'Université de la mode de Lyon. Je viens de Lyon. OK. Voilà. Et donc, je suis dans le sur-mesure et je suis dans le conseil en images. Exclusivement pour les hommes ou... Non, les deux. Les deux. Hommes et femmes. C'était ça qui me frustrait un peu. Je dis, OK, est-ce que je l'invite? Est-ce que je ne l'invite pas? Parce que nous, on a envie d'avoir des conseils pour nous aussi, en tout cas les madames. Non, c'est pour hommes et femmes et j'ai été formé hommes et femmes. OK. D'ailleurs, dans nos formations, quand on commence dans toutes les écoles. C'est maintenant que ça s'arrange un peu. Sinon, là, on est formé d'abord sur les femmes, énormément. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on commence par les femmes? J'ai posé des questions. Peut-être qu'on est plus compliqué. Moi, je le dis. J'ai posé des questions et moi, ça me frustrait énormément quand j'étais étudiant parce que j'apprenais à faire des choses pour les femmes. Ça a fait que j'ai eu beaucoup d'amis femmes. OK. Voilà. C'est gratuitement. Bon, bref. Et ça me frustrait parce que je ne pouvais pas faire des choses pour moi. J'ai eu la chance d'avoir une prof qui me prenait pendant les vacances scolaires. Et j'allais chez elle, c'est elle qui me montrait comment faire les pièces pour les hommes. C'est elle qui m'a, c'est une dame, Madame Farah, et c'est elle qui m'a vraiment appris parce que comment faire des pièces. J'ai commencé par des chemises, et puis après sur des pantalons, après sur des pièces lourdes, et puis après voilà. OK. Moi, j'ai envie de de mentionner qu'est-ce que tu as dit. Je me permets de te tutoyer. Ce que tu as dit tantôt, c'est que tu es conseiller en images. C'est sûr que quand on parle de stylisme et tout ça, les gens voient les tenues. Mais on parle déjà de l'image. Parlons de l'image. La première image que tu projettes, franchement, les gens vont le garder toute la vie. Donc, c'est mieux de la soigner. Alors, comment on soigne son image? En tant qu'expert, c'est quoi les conseils? Alors, l'image, il faut savoir, c'est très important. C'est notre carte de visite, hein. C'est ce qu'on retient en premier. C'est de la communication non verbale. C'est ce qu'on... Quand les gens... Tout à l'heure, des gens m'ont croisé dans le couloir. Il y a une dame qui me dit, mais vous travaillez dans la mode? Ça, elle a tout de suite... Voilà, OK. L'image, c'est vraiment important. Donc, comment soigner son image? Ça passe par des critères. Connaître son corps, sa morphologie, connaître sa colorimétrie, c'est-à-dire que les couleurs qui vont à sa couleur de peau, et connaître aussi... quand on parle d'image, on parle de image professionnelle et image sociale. Donc, il faut faire une distinction. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, et puis connaître son corps de métier, le métier dans lequel vous travaillez. Si vous êtes banquier et puis si on vous voit le samedi dans les supermarchés avec un jean troué, des choses, enfin, vous êtes médecin, on vous voit habillé en punk le week-end. Quand vous croisez vos clients après à la banque, ils vont avoir du mal à vous confier leur argent. C'est aussi simple que ça. Ça passe par là. Donc il y a une corrélation entre l'image sociale et l'image professionnelle. L'un imprègne l'autre. OK. L'une imprègne l'autre, pardon. L'image professionnelle. Je pense que, et tout le monde sera sûrement d'accord avec moi, que dépendamment de l'emploi qu'on fait, de la profession, tu viens de prendre un exemple, il faut vraiment avoir une image qui match avec... Qui reflète. C'est ça l'affaire un peu compliquée pour moi, parce qu'en même temps, je me dis, la tenue... l'image doit refléter ta personnalité, mais en même temps, tu dois aller chercher le volet professionnel, comme allier ta personnalité avec ta manière de te tenir professionnel. Oui, c'est là où c'est un peu... c'est là où il faut voir des gens qui sont formés dans ça pour à partir du moment où vous connaissez votre morphologie, quel type de morphologie vous avez, vous connaissez votre colorimétrie, quelle sorte de couleur, et puis... parce que n'importe qui ne porte pas n'importe quoi. Oui. Ça, c'est clair. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est ce qui se passe énormément aujourd'hui parce que les hommes comme femmes, tout le monde regarde des images sur Pinterest, Instagram,
On va voir, en ce moment, c'est la mode des vêtements un peu plus larges. Tout ça, depuis, ça fait un petit moment que ça... Et ça ne va pas à tout le monde. Il y en a quand ils portent, on dirait, un sac. Je suis désolé. Non, c'est vrai. Parce que leur corps ne s'y prête pas. Mais ils se forcent, ils mettent ça dans... C'est comme essayer de mettre un carré dans un rond. Force. Voilà. Donc, une fois vous connaissez ça, quand vous allez, vous connaissez ce qui vous va en couleur, et c'est très économique. Parce que vous allez acheter utile, vous perdez moins de temps. Et puis, vous allez voir que même professionnellement, il y a des choses, vous allez connaître votre corps de métier, l'environnement dans lequel vous travaillez, et automatiquement, ça va de soi. Vous savez que il y a des choses qui vont, qui vont imprégner, qui vont quitter votre profession. Vous savez que vous avez une tenue, à avoir. Moi, j'ai un client qui est juge ici à la Cour fédérale, et c'est un monsieur qu'on a travaillé, je l'ai accompagné pendant un temps, mais il avait déjà de la protection. Ce monsieur, je ne l'ai jamais vu, il vient à la boutique le week-end, et puis la semaine aussi. Il y a quand il est à la boutique, quand les gens viennent, les clients le voient automatiquement. Ouais. À cause de la carrure, l'image qu'il reflète. Ouais. Ce monsieur, même en week-end, je l'ai jamais. Il peut porter un jean, il peut porter des produits comme ça, mais je ne l'ai jamais vu altérer son image avec d'autres types de vêtements qui ne sied pas à... Comme par exemple un jeans déchiré ou une culotte. Voilà, c'est ça. Okay. Ou quelque chose qui... ça, il va dans les formes des vêtements. Le jean déchiré, ça peut être... c'est une pièce que je déteste affectueusement. OK. Voilà. Là, je me sens un peu indexée parce que les week-ends, je me sens relax avec un jeans. Non, c'est que les jeans déchirés, ça peut se porter. Moi, j'en ai un. Et les jeans déchirés, c'est-à-dire que les jeans déchirés qui frisent la vulgarité. Oh, oui, je vois. Non. Voilà, c'est ça. Non. Ça, voilà, c'est ça. OK. Voilà, femme déchirée, et puis, ça pour monsieur. Autre chose qu'on veut discuter, c'est l'importance du sur-mesure, parce que là, tu viens de mentionner vite fait comme ça ta boutique. J'aimerais essayer où elle se trouve déjà? Je suis à Alta Vista, au 1581. Oh, 1581 Alta Vista. Donc, il faut prendre rendez-vous pour avoir accès à tes services déjà pour voilà, commencer. Oui, les gens prennent rendez-vous. Bien, vous pouvez venir dépendamment, comme je fais du one-to-one. Oui, un à un, oui. Voilà. Oui, les gens prennent rendez-vous, ils viennent, et puis je fais beaucoup de formations aussi. OK. J'ai différents corps de métier qui passent, je fais des formations les samedis. Parfait. Et puis, oui, le sur-mesure, et c'est quelque chose qui est... C'est aussi économique, parce que moi, j'aime le côté pratique de la mode. La mode défilée, des vêtements qu'on voit, on ne sait même pas si c'est... Voilà. C'est... Depuis quand j'étais étudiant, je voyais ça et je vais à la simplification directement. C'est ça qui m'a amené à voir que le plus important, c'est le corps. C'est le corps. Il y a des proportions dans le corps. Quand on les connaît, quand on sait comment, dans le corps humain, qu'on soit gros, grand, petit, il y a des proportions. On est créé comme ça. Qu'on croit ou pas, Dieu nous a créés comme ça. On a toutes les proportions dans nos corps. Si on les respecte, l'objet vêtement, c'est ça. Si on respecte ces proportions, on arrive à faire des produits qui vont... Tout le monde a le droit d'être beau, en fait. C'est ça le... Mais les gens trouvent que le sur-mesure, ça revient plus cher maintenant. Non. Parce que le sur-mesure, c'est ça. Ça, c'est une idée... Préconçue? Oui, non, mais c'est vrai que le sur-mesure, ça ne coûte pas... C'est pas... mais moi, ce que je fais... C'est accessible avec toi? Ce que je fais, c'est que depuis toujours... ça fait partie de ma ligne de conduite professionnelle, c'est de mettre ça accessible de rendre ça accessible à tout budget. Non. Voilà. Ouais. Okay. Et si je revenais par exemple aux proportions quand je parlais, c'est-à-dire que est-ce que vous savez que il y a une proportion entre votre visage et votre corps? Aucune idée. Ici et ça. Est-ce que vous savez que montrez-moi votre main. Je vais vous faire une petite expérience. Vous voyez ça, par exemple, votre main. Quand vous faites comme ça. De là à là, ça c'est la longueur de votre nez, quelle que soit la personne. De mon nez? Posez ça sur votre nez, vous allez voir. Okay. Ah oui, voilà. C'est ça. Ça, c'est votre de là à là, ça c'est votre épaule. De là où? De là à là, c'est votre épaule. Ah, OK. Il y a une proportion. Donc, ces proportions, on a des proportions comme ça dans le corps. C'est-à-dire que moi, je peux prendre la mesure de votre épaule,
ou bien de votre visage, de votre front, et Ok. ici. Et à partir de là, on peut concevoir un vêtement pour vous, par exemple. Juste avec ça. Voilà. Et qui va vous aller très bien et qui va respecter. C'est ça qui fait que il y a un couturier que j'adore, que j'ai adoré depuis que j'étais gamin, qui s'appelle Azedine Alaya. OK. Je voyais ses vêtements sur Naomi Campbell, c'était une autre époque. Et j'étais étudiant, je voyais, mais comment c'était vraiment les tombées. Il arrive à faire danser le cuir sur des femmes. Et donc, ça m'impressionnait et j'ai compris que ce monsieur travaille énormément avec les proportions du corps humain. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à ça. Et que, voilà. Et moi, j'essaie de mettre ça au niveau... Moi, je ne veux pas que le prix soit... Un frein, parce que c'est ça, les gens pensent beaucoup que le sur-mesure, c'est inaccessible. Donc, je préfère comme prendre, choper dans mes... Ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens achètent énormément en ligne. Et quand on achète en ligne... et ça vous désavantage aussi, vous, les stylistes? Est-ce que oui ou non? Pardon? Ça vous désavantage un peu, les stylistes? Oui et non, parce que beaucoup plus non que oui. Parce que, et puis ce qu'il y a, c'est que ça désavantage énormément les consommateurs. Dans la mesure où quand ils voient un truc sur écran, ils le reçoivent. Dans la plupart des cas, ça ne va pas. Ils vont chercher quelqu'un pour qu'on l'ajuste. À la fin, quand vous faites le total des frais, c'est plus simple d'aller en sur-mesure. Et quand on parle de sur-mesure, parlons des différents services que Mensa offre à son atelier, qui est au 1581 Alta Vista. Oui. Alors, il va nous rester 1 minute 30. Je sais qu'on fait du sur-mesure à l'atelier, oui. Je fais de l'accompagnement pour le positionnement professionnel. Ça veut dire quoi? Accompagnement, c'est que j'accompagne des gens. Ah oui, ça je le fais depuis longtemps. Depuis que je suis arrivé, je suis sur Ottawa maintenant depuis 8 ans maintenant. OK. Il y a des gens, j'accompagne les gens pour leur positionnement professionnel, c'est-à-dire que les jeunes professionnels, ils viennent à prendre des cours pour Vendre leur image? oui, comment s'intégrer dans leur milieu professionnel. C'est très important. La formation technique, la compétence dans la tête, c'est important, mais il faut savoir se vendre. Si vous ne savez pas vous vendre, quelqu'un qui connaît peu que vous, qui est à côté, vous allez voir qu'il va gravir des échelons. Ben oui. Ouais, voilà, c'est pas parce que la personne a accouché avec le patron, mais non, c'est juste qu'elle a quelque chose que vous... que vous n'avez pas. Alors, oui, donc, 3e point, il va nous rester 30 secondes qu'on offre comme service là-bas. Puis je sais qu'il y en a beaucoup, mais si on doit parler d'un dernier... Le sur-mesure, c'est ce qui est vraiment, en ce moment, c'est ça le point fort de la boutique en ce moment. Le sur-mesure, hommes et femmes. OK. Oui. Et puis, c'est ça. Sûrement qu'on va se revoir parce que je voulais qu'on parle de la mode du printemps. Qu'est-ce que tu vois par rapport au printemps? Mais il nous manque du temps. Peut-être qu'on pourrait se donner rendez-vous pour une autre capsule pour parler de la mode du printemps et tes conseils concernant les couleurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à notre expert, ça sera au 1581 Alta Vista. On va prendre une pause et juste après la pause, on vous parle de la course au bonheur. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, comme j'ai dit avant la pause, on parle de la course au bonheur dans le cadre de la semaine de l'éducation catholique avec moi 2 représentants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, Marie-Ève Tremblay, qui est gestionnaire artistique, programme Passion Art, service de soutien à l'apprentissage, et Jonathan Roy, qui est enseignant en affectation spéciale en éducation de la foi. Et merci d'être là pour nous parler de ce bel événement qui arrive demain. Et je pense que vous êtes pratiquement prêts. On est prêts, oui? Ah, absolument. Oui, hein? Oui, les représentations commençaient aujourd'hui avec des écoles élémentaires qui viennent voir le spectacle durant la journée. On va parler plus en détail de cet événement-là plus tard, mais j'aimerais poser la question à Jonathan, si tu permets, Marie-Ève. C'est quand on parle d'éducation catholique, on fait référence à quoi? Donc, on a les écoles catholiques francophones et anglophones. Et la première semaine de mai, c'est toujours la semaine de l'éducation catholique, qui est une semaine de célébration, où on célèbre le fait qu'on peut avoir nos écoles catholiques. Donc, c'est pas juste au Centre-Est, c'est dans toutes les écoles catholiques de l'Ontario. Mais nous, au Centre-Est, on n'aime pas faire les choses à moitié. On fait toujours des choses extraordinaires. Et cette année, on a décidé de célébrer en vivant une semaine axée sur le bonheur. Pourquoi le bonheur? Pourquoi on a choisi cette thématique, cette belle thématique? Bien,
pour moi, la foi, c'est d'abord avant tout la spiritualité. Et pour moi, le bonheur, c'est un fruit de la spiritualité. Donc, pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de réfléchir, d'expérimenter, de vivre des expériences en lien avec le bonheur. Donc, c'est ça qu'on leur offre cette semaine. Et le point culminant, c'est justement la course au bonheur, qui est une comédie musicale que les élèves ont montée. La course au bonheur, Marie-Ève, on parle de quoi comme activité, comme événement? La course au bonheur, c'est une comédie musicale qui avait été montée dans le cadre du Focus comédie musicale au premier semestre. Puis, la course au bonheur raconte l'histoire de René Delame. René Delame, qui est un milliardaire, mais à la quête du bonheur. Il a tout, mais il lui manque le bonheur. Ça envoie déjà un gros message. Ah oui, absolument. Donc, durant sa quête de bonheur, va se faire face à des archétypes, à des faux bonheurs. La gloire, l'argent, la nourriture. Il y a beaucoup de choses qui vont venir le confronter durant cette course au bonheur pour finalement se résoudre à rencontrer le vrai bonheur à la fin. Mais ça, on ne vous le dit pas, il faut venir voir la pièce pour savoir j'ai failli demander. OK. Il rencontre un groupe d'enfants. Eux savent quel est le bonheur. Et il va l'amener à faire une marche, une quête vers le bonheur. Donc, c'est une pièce qui dure 55 minutes. Oui, qui a été enregistrée il y a de ça une quarantaine d'années, au début des années 80. Mais ça avait été jamais monté sur scène. Donc, on est vraiment, vraiment heureux. Ça avait été enregistré audio au Québec, mais jamais monté sur scène. Donc, on est les premiers. Mais pourquoi cette pièce en particulier, vous êtes allé la chercher? Pourquoi? On la connaît, nous, ça fait vraiment longtemps. Puis l'année passée, sur un autre projet, justement, durant la semaine d'éducation catholique, Jonathan et moi, on a eu une idée conjointe de dire pourquoi on ne monte pas la course au bonheur? Puis j'ai dit, c'est ce que je voulais proposer à Louis. Bon. Puis on en avait déjà jasé. Fait tu sais, quand tous les astres s'alignent... Aliment divin, c'est à ça que j'ai pensé. Moi, j'ai été élevée avec la course au bonheur. Là. Chez moi, on avait les 33 tours. Je les ai encore, d'ailleurs. Donc, puis c'est une pièce tellement forte dans son texte, dans son message. Puis je pense que la quête, justement, du bonheur, la quête spirituelle de cette pièce-là a amené même les jeunes, les 18 élèves qui en font partie, à réfléchir énormément sur... Qu'est-ce que c'est le vrai bonheur? Puis on se rend compte qu'on s'attarde au bonheur dans beaucoup de faux bonheur. Définitif. C'est pour ça que je disais que ça envoyait un message fort parce que non seulement de pouvoir travailler sur la pièce, de pouvoir, comme je vais dire, porter la tenue du rôle que tu as à jouer, en fait, ça te met déjà en perspective de c'est quoi vraiment le bonheur et de pouvoir passer le vrai message à nos amis de classe, à nos parents même, souvent, parce que... Exactement. Absolument. Donc, puis moi, quand j'étais en salle de classe, on a une unité dans le cours d'enseignement religieux qui parle de la quête de sens. Et moi, je le montrais à mes élèves, juste l'audio dans mon cours. Puis j'avais toujours le rêve de pouvoir le mettre sur scène. Donc, c'est un rêve qui devient réalité parce que je trouve que la pièce est très puissante. Puis, tu sais, c'est une comédie musicale, donc c'est chanté tout le long. Et même si ça a été composé 40 ans passés, la musique est encore actuelle, les paroles sont actuelles, le sujet est actuel. Et, encore plus maintenant en 2024, dans cette société Absolument. de consommation extrême. Exact. Puis qu'est-ce que Louis Morin, qui est l'enseignant, le maître d'œuvre de cette mise en scène, de cette direction artistique-là, il a fait un chef-d'œuvre. Je veux dire, ce qu'il a réussi à faire avec les jeunes, c'est extraordinaire. Je pense qu'on peut être fiers du produit qu'on présente cette semaine. Parce que c'est des élèves. Ouais. C'est des élèves. Puis même, il y avait des enfants. C'est tout un défi d'avoir des enfants, apprendre des textes et le mouvement et tout ça. Des danses. Mais ils sont incroyables. Les 18 acteurs dans la pièce sont totalement incroyables dans leur rôle. Et c'est ça, on va faire une représentation pour l'élémentaire, une représentation, on l'a eu aujourd'hui pour l'élémentaire, demain pour le secondaire. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Et c'est 450 élèves de toutes les écoles du CCCE qui viennent vivre une journée qui s'appelle Destination Bonheur. Quand même, hein? Et ils vont vivre 450. plein d'expériences en lien avec le bonheur, dont la course au bonheur. Et demain soir, c'est la représentation devant le public. Et c'est là qu'on invite les parents. Toute la communauté. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que le matin, on fait venir un conférencier qui s'appelle Jean-Marie Lapointe. Jean-Marie Lapointe vient faire une conférence sur le bonheur de donner.
Il utilise le mot bénévoler. Nous, c'est vraiment, on veut donner l'accent sur le bonheur de donner. Et Jean-Marie Lapointe est le fils de Jean Lapointe. Jean Lapointe qui était René Delorme sur le cast original de La course au bonheur en 1980. On parle d'alignement ici. Hein? Oui, un absolument. alignement, comme dit Diva. Malheureusement, Jean est décédé il y a 1 an ou 2, si je ne me trompe pas. Mais Jean-Marie a accepté l'invitation avec grand bonheur parce que, bien sûr, lui se souvient très bien de La course au bonheur. Donc, il va faire un parallèle, il va venir parler aux jeunes, mais le soir, il va aussi venir présenter La course au bonheur au J'imagine public. comment ils sont excités, ces jeunes-là, de pouvoir présenter le travail au grand public. Ah, mon Dieu! 18, ils viennent de quel focus? Comédie musicale? Comédie Est-ce qu'il y a musicale. d'autres partenariats qui ont été faits pour cette Plein. présentation-là? Ah, Plein. c'est énorme. Je vois le sourire à Jonathan comme, OK, tu sais pas qu'est-ce qu'on a fait là. On a combien de minutes encore? On a utilisé Focus Construction, qu'on bâtit le visuel. C'est fou. On a le Focus, on est filmé, le Focus Focus Média. 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 On est filmé parce que ça va être filmé et ça va être représenté ici à TV Rogers parce que vous êtes un partenaire avec est nous très content pour pour cette... ça. On a l'Académie des arts de Béatrice Desloges qui ont monté une chorégraphie pour une des pièces que Ah, les chorales vont c'est venir interpréter. un autre focus que ça devient un crush pour moi là parce que j'ai aimé faire une émission avec eux. Donc tous ces gens-là ensemble pour la pièce que vous allez présenter demain à 19h. Et Wow. ce qu'il y a, on a un ajout parce que la pièce a été présentée en janvier. On était venu ici présenter pour la pièce en janvier, mais l'ajout qu'on ajoute, c'est un Ouais. peu... L'ajout qu'on fait. On ajoute plein de choses. C'est qu'il y a une chorale de 300 jeunes de nos écoles qui va se joindre aux comédiens pour la finale. Donc, 300 jeunes de toutes les écoles du CEC, toutes les écoles du CECCE qui vont se joindre à cette activité-là. Donc, Je vous l'ai dit avant qu'on entre en entrevue, je commence à devenir une vendue du concert. nous aussi. Parce que, non, mais sincèrement, je sais pas, sûrement que vous vous en rendez compte, mais ce genre d'expérience, ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Surtout dans ce contexte-là, on parle de la course au bonheur, mais c'est quelque chose qu'ils vont garder pendant des années et puis ne pas se confondre au siècle présent, parce que là, on est toujours en train de consommer. Il faut que j'ai la dernière PlayStation, il faut que j'ai le dernier, je sais pas, appareil téléphonique, donc je suis pas heureux, alors que le bonheur, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Puis nous, notre quête dans tout ça, c'est de faire vivre une expérience authentique aux jeunes. C'est juste ça qu'on veut. On veut que les jeunes, justement, dans 10, dans 20 ans, vont parler encore de leur expérience, que ce soit dans la course au bonheur ou dans les chorales, ou d'être venus assister à la course au C'est bonheur ça. durant la semaine d'éducation catholique. Je pense que Jonathan, dans sa journée de Destination Bonheur, va faire vivre une expérience assez exceptionnelle. Comme exemple, je peux bien les asseoir par terre et leur parler du bonheur. Ils vont dire, OK, on a parlé On du a bonheur. compris. OK, on a compris. Mais une partie de la pièce, de la course au bonheur, c'est que c'est les enfants qui montrent un peu le bonheur à l'adulte. Donc, on s'est dit, ben c'est quoi le bonheur d'un enfant? C'est jouer. Oui, Un enfant, c'est le vrai. bonheur, c'est jouer. Donc, on a fait un partenariat avec la Cité collégiale et on va avoir des structures gonflables, une genre de foire complète. Fait que ces élèves-là qui viennent vivre une journée destination bonheur, bien, ils vont rentrer à la Cité collégiale puis ils vont avoir des structures gonflables, foire, la barbe à papa, du popcorn, de la pizza. Donc, ils vont expérimenter le bonheur comme avoir un cœur d'enfant. Retrouver le cœur. Retrouver son cœur d'enfant. Écoutez, vous avez fait un travail extraordinaire. Oui, ça se passe demain à 19h, la présentation de la comédie musicale La course au bonheur. Ça se fera où? C'est au Collège catholique Samuel Genet. Parfait. Et il reste encore des billets. Donc, le site web... On peut le mettre à l'écran. à l'écran, oui, puis vous achetez les billets. En fait, c'est 5 pour assister. Ou si vous voulez faire un don pour la fondation du CECCE, c'est 10 Mais tous les fonds vont pour la fondation du CECCE. On ne veut pas faire d'argent avec ça. Puis si les gens n'ont pas d'argent, présentez-vous, on va vous accepter et venez voir ça. Si On va voulez vous voir. introduire au vrai bonheur. Donc, Exactement. venez vous joindre à nous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Et pour les d'accueil. gens à la maison, rendez-vous est pris pour demain à partir de 19h à Samuel Genet. Le site Internet pour prendre vos billets dès maintenant, c'est le www.écolecatholique.ca/semaine catholique. On recevra juste après la pause. Vous regardez Tout savoir.
De retour à Tout savoir. Petit rappel pour vous, vous avez vu ça tantôt durant la capsule qui a été tournée. Il y aura le spectacle demain qui s'intitule La course au bonheur, un beau spectacle organisé par les élèves du Conseil des écoles catholiques du 113, donc de différents focus. Ils se sont mis ensemble, ils ont fait préparer un très beau spectacle qui va durer plus de 50 minutes et toute la communauté est invitée à partir de 19h à Samuel Genet pour participer à cette activité, pour voir le travail de ces différents élèves là. Et je serai de la partie, donc on vous attend demain à partir de 19h pour voir ce beau spectacle intitulé La course au bonheur. Pour avoir toutes les informations et pour prendre des billets, vous pouvez aller directement au www.écolecatholique.ca et puis vous allez rechercher des informations sur ce spectacle qui s'intitule La course au bonheur. Aujourd'hui à l'émission, on a discuté de beaucoup de choses. On a parlé de mode avec Mensa Lat qui vous invite à le rejoindre dans son atelier. Et son atelier se trouve au 1581 Alta Vista. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec lui si vous avez besoin d'avoir des conseils vestimentaires, des conseils en images. Je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, allez-y faire un tour. On a aussi discuté avec Natacha Albert qui nous a parlé en fait de toutes les initiatives du Centre de ressources communautaires de l'Est d'Ottawa. Et à propos de ça, il y a une activité ce samedi 11 mai. Ce 11 mai, de 10h à 11h, vous allez avoir toutes les informations sur le site Internet qui est le www.eorc-creo.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour vendredi à l'émission. Et vendredi, on va discuter de santé mentale avec 2 représentantes de l'hôpital Montfort. Discuter aussi avec Phil Cameron et Bénédicte Guerrero. On vous a préparé en fait une surprise pour la fête des mères. Tout ça ce vendredi à partir de 11h. Bye bye.